Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette conférence donc, sur la violence légitime en démocratie, sujet de recherche de notre invité de ce soir, Jean-Baptiste Juillard, dont je vais vous proposer une courte présentation avant de passer à l'essentiel. Jean-Baptiste a donc été étudiant en prépa, en Cagne. Il a étudié ensuite à Sciences Po Paris, avant de passer l'agrégation de philosophie. Il a donc, à la suite de cette agrégation, enseigné en lycée, enseigné en prépa, mais aussi à Sciences Po. Il a été l'année dernière conseiller, en 2021, bien, ça vient de se terminer, conseiller de Bruno Le Maire au discours et à la prospective, donc plume, comme ça qu'on dit. Et il est maintenant donc doctorant et enseignant à la Sorbonne. Il fait sa thèse sous la direction de M. Tavoyot. Et on l'invite pour voilà, creuser le sujet de ses recherches déjà démarrées, mais pas encore abouties. Merci à tous et n'hésitez pas à la suite, voilà, à prendre en note les éléments qui vous intéressent et à poser n'importe quelle question. On a tout notre temps. Donc pour commencer, merci d'être présent avec nous. Peut-être tout simplement faire la généalogie de cet intérêt pour cette question précise de philosophie politique, après avoir exposé rapidement voilà, le cheminement philosophique qui a été le vôtre ces dernières années. Merci beaucoup pour votre invitation, puis merci à vous d'être présent ici. Alors pour commencer, je dirais qu'il y a 3 raisons qui m'ont amené à travailler cette notion. Il y a d'abord une raison biographique. J'ai quand même un souvenir assez vif des émeutes de 2005, j'étais adolescent, qui ont vraiment été, je crois, déjà les émeutes les plus importantes depuis mai 68, avec l'état d'urgence, avec aussi la montée du paysage politique à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui avait effectivement un discours très dur sur les questions du maintien de l'ordre. Donc ça, effectivement, c'est quand même un phénomène que j'ai gardé à l'esprit, qui posait beaucoup de questions, que j'ai pu après travailler justement avec l'axe de la philosophie, notamment de la philosophie politique. Ensuite, il y a une raison académique, qui est que quand on parle de philosophie politique, la question de la violence politique est bien sûr essentielle. Et après, au sein de cette question très vaste, on peut effectivement circonscrire les objets d'étude, et notamment la question de la violence légitime en tant que telle. Et il se trouve que j'avais aussi donné à des étudiants de classe préparatoire un sujet qui était une violence en politique peut-elle être légitime. Et ensuite, j'ai eu l'occasion en fait, d'enseigner effectivement à Sciences Po un cours qui s'intitulait L'ordre politique face à la violence. Et au cours de mes échanges avec les étudiants et puis des travaux que j'ai pu mener dans le cadre de ce cours, j'en suis venu effectivement à formuler déjà une esquisse de projet de thèse. Et puis enfin, je dirais que la troisième raison, c'est une raison qui est liée à l'actualité politique, puisque bien sûr, avec la crise des Gilets jaunes, on a énormément entendu parler de cette question de la légitimité ou non de la violence. Et on a énormément entendu cette phrase de Max Weber, extraite du Savant et du Politique, que vous connaissez, je pense, tous et toutes, à savoir que l'État revendique pour son compte le monopole de la violence physique légitime. Et effectivement, j'étais attaché à ce que la philosophie s'intéresse aussi à des sujets actuels et puisse proposer éventuellement des formes de résolution et d'analyse. Et c'est pour cela que j'ai choisi de travailler sur ce sujet. Merci beaucoup pour ce commencement. Je vais vous lire un extrait d'un texte de Gerald Bronner dans Apocalypse cognitive. En somme, on pourrait dire que le niveau de violation des règles morales à partir duquel chacun risque de s'abandonner à la fureur a beaucoup baissé. Alors, est-ce qu'on pourrait, à propos de la violence légitime en démocratie, commencer par définir les termes de la problématique? Comment définir la violence et la perception de celle-ci a-t-elle changé? Se modifie-t-elle dans l'histoire? Oui, effectivement, en philosophie, on commence toujours par la définition des termes. Déjà, je pense qu'il est important de distinguer le terme de violence du terme de force. C'est ce que fait Freud dans une correspondance célèbre avec Einstein qui s'appelle « Pourquoi la guerre ?», qui date des années 30. Et Einstein, en bon physicien, utilise le concept de force, qui est un concept, bien sûr, qu'on trouve dans la physique, et il l'applique aux relations entre le droit et la force. Et Freud lui répond en disant qu'il préfère le terme de violence parce qu'il est plus cru, il est plus direct et il est plus adapté au phénomène humain. La violence, on s'accordera pour dire que ça désigne un acte qui porte atteinte à l'intégrité soit physique, soit morale, d'un individu ou d'un groupe, qui crée un avant et un après, qui est cause d'une lésion, d'un préjudice, et qui concerne effectivement des individus auxquels on accorde une forme de dignité morale, qui peut bien sûr être transgressée.
On reviendra, je pense, aussi plus précisément sur la question de la légitimité. En philosophie, la première distinction qu'on fait, c'est celle entre la légalité et la légitimité d'un acte. Donc la légalité, ça concerne tout ce qui est inscrit dans le droit, et la légitimité, c'est la réflexion qui fait appel à des valeurs, à des principes qui ne sont pas forcément inscrits dans le droit. Donc bien évidemment que c'est le principe de la violence révolutionnaire, d'assumer sa non-légalité et de revendiquer la légitimité d'une action qui vise justement à créer un ordre plus juste. Et enfin, cette question-là qui traverse absolument tous les régimes, elle prend bien sûr une tournure très différente dans le cadre d'une démocratie. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. C'est l'idée que ceux qui gouvernent ont aussi des comptes à rendre, à l'inverse par exemple d'un pouvoir autocratique ou d'une monarchie. Et donc dans le cadre démocratique, il y a une remise en cause donc plus forte justement de la violence légitime de l'État et des revendications multiples justement de différentes formes de violence qu'on pourrait retourner contre l'État, puisque l'État serait lui-même coupable soit de ne pas avoir assez lutté contre les violences qui pèsent sur les individus, soit d'être lui-même à l'origine de violences diffuses, ou de violences maintenant dans la pensée critique qu'on appelle une violence raciale ou néocoloniale. Et pour la seconde partie de votre question, bien évidemment, il y a un relativisme extrême concernant la question de la violence, puisque un des sujets que j'étudie, c'est que depuis on va dire une trentaine d'années, on a par exemple l'émergence de la problématique des violences intimes, des violences conjugales, dont on entend beaucoup parler, et bien sûr à juste titre. C'est une question qui n'existait absolument pas il y a un siècle. L'État se désintéresse absolument de ce qui pouvait se passer dans l'intimité ou dans l'alcôve. Et effectivement, l'idée générale quand même qu'on peut nourrir, c'est qu'on assiste à une extension de la notion de violence à un ensemble de phénomènes qui auparavant n'étaient pas considérés, n'étaient pas manifestés comme étant des violences. Il y a aussi la notion aujourd'hui de micro-agression, il y a bien sûr la notion de violence symbolique introduite par Pierre Bourdieu, plus largement aussi de la violence sociale. Il y a un essai de sociologue assez médiatique, Pinson Charlot, qui s'appelle La violence des riches. Et là aussi, effectivement, il a fallu quand même un certain laps de temps pour que tous ces phénomènes apparaissent comme de la violence, étant entendu ici que ce qui est désigné comme violence est d'emblée considéré comme quelque chose qu'il faut combattre, puisque là aussi, l'objectif de la démocratie, c'est la pacification, c'est la diminution du niveau de violence, sous prétexte justement que tous les individus étant égaux et ayant une dignité, on devrait les soustraire à toute forme de violence, et ce serait justement la mission suprême d'un État démocratique que de veiller à ce que les citoyens ne subissent le moins de violence possible, même si bien sûr cette mission peut paraître en partie utopique. Merci beaucoup. Peut-être pour continuer de creuser sur la question de la définition de la violence, étant donné que dès lors qu'on qualifie une expression de violente, on cherche à légitimer le fait de s'y opposer ou même de la supprimer, qu'est-ce qui permet de dire qu'une opinion, par exemple, l'expression d'une opinion relève de la violence et pas simplement de l'offense ou de ce qui dérange, mais disons est caractérisable comme quelque chose à combattre ou dans un espace public démocratique qui souhaite, disons, faire la place au maximum de contradictions fécondes. Comment on distingue ce qui relève de l'offense de ce qui relève d'une violence qui pose problème? On sait qu'il y a une distinction qui a été proposée entre préjudice et offense, par un philosophe dont j'ai oublié le nom, mais américain. Est-ce qu'on peut revenir sur la question de l'offense, la question de la microagression, la question de ce qui heurte et la question de ce qui produit vraiment une atteinte, quoi. Tout ce qui relève de l'expression de l'opinion est d'abord verbal, mais le problème philosophique, c'est que justement le verbe peut conduire à l'action. Et selon le juridique, on dira que clairement certaines opinions sont non pas simplement des descriptions de réel, mais des incitations. La provocation à la haine raciale, ce n'est pas telle catégorie à telle caractéristique, c'est telle catégorie à telle caractéristique, donc il faut agir pour mettre fin à cette catégorie, puisqu'une de ces caractéristiques est dangereuse pour nos intérêts vitaux. Le principe quand même de la démocratie, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et c'est donc qu'effectivement, en démocratie, il existe un pluralisme et un droit d'exprimer des opinions, et que le pluralisme devrait conduire à accepter une forme d'inconfort, l'inconfort de la contradiction, de la détestation de certains goûts, même dans le domaine esthétique, mais qui ont droit de citer, tant qu'ils ne heurtent pas, ou tant qu'ils n'empêchent pas, bien sûr, les autres d'exister. Et je crois que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que justement, on a tendance à se focaliser sur l'expression des opinions en tant que telles, et même lorsque certaines opinions
n'amènent pas à des actes qui porteraient atteinte directement à l'intégrité physique des personnes, on les condamne parce que justement elles relèveraient d'une violence diffuse ou d'une espèce de relecture de l'histoire selon certains qui masquerait des violences multiséculaires qu'on viendrait maintenant de combattre. C'est le sens, bien sûr, de ce qu'on appelle le wokisme, le fait d'être éveillé et conscient d'un ensemble de phénomènes qui pendant longtemps ont été tus, ont été dissimulés par des vocables ou par des justifications politiques qui ne seraient que le reflet d'intérêts des dominants. Et à ce titre, je pense qu'il est absolument essentiel quand même de revenir encore sur le fait que la contradiction, la conflictualité qui n'amène pas encore une fois des combats physiques, c'est un élément absolument indispensable d'une démocratie et c'est même, je pense, un signe de vitalité démocratique. Donc la frontière, elle est nette, elle est ce qui sépare encore une fois les querelles de mots des querelles tout court, avec l'idée quand même que le progrès, c'est d'abord le passage de la violence physique à la violence verbale. Il y a une phrase de Freud qui dit que le premier homme à avoir jeté une pierre, lancer une insulte à la figure de l'autre au lieu de jeter une pierre, et quelqu'un qui a contribué à fonder la civilisation. Parce que justement, on change quand même de sphère, et on ne peut pas, même s'il existe, bien sûr, des effets produits par les mots, il y a une violence verbale qui bien sûr peut tomber sous le coup de la loi, on doit quand même respecter, je pense, cette différence de sphère et se remémorer cette hiérarchie, justement, c'est ce que je crois rappelle aussi Gérald Bronner, à savoir la violence non physique reste moins grave que la violence physique, même si encore une fois il y a bien sûr des effets psychologiques de certains mots MOTS, il faut quand même remettre les choses dans un certain ordre pour ensuite effectivement s'entendre sur les réponses à apporter respectivement à ces phénomènes. Puisqu'on peut aussi bien sûr souhaiter que un certain excès dans la discussion démocratique existe moins. Puisque par exemple l'insulte n'est pas forcément nécessaire, et quand je parle de conflictualité et autres, c'est une conflictualité qui porte d'abord sur des idées qui sont différentes, et pas bien sûr sur la manifestation violente, l'interdiction à l'autre d'exprimer ce qu'il pense en utilisant ce stratagème déjà démontré par Schopenhauer qu'est l'insulte dans le cadre d'une joute verbale bien sûr, où là effectivement on sortirait quand même de ce qui s'apparenterait à une controverse démocratique légitime et honnête. Par rapport à ça, la conflictualité des idées, il me semble que, disons, l'époque nous fait observer certaines demandes qui consisteraient, disons, à respecter un certain nombre d'idées au motif que on peut tenir à des idées, et donc le fait de voir des idées auxquelles on tient être attaqué, cela relève quelque part d'une forme d'incitation ou de combat de la personne qui y tient. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que le fait d'attaquer une idée peut relever d'une violence, étant donné que la violence, de manière générale, vise les personnes avant des idées qui, elles... J'ai le sentiment que la démocratie met les idées dans une sphère un peu supérieure, du moins... Et d'ailleurs, cela revient à dire que certaines idées sont violentes en elles-mêmes. Mais il y a une réponse simple, en fait, c'est la question de la liberté. Si l'individu peut être jugé responsable de l'adhésion à certaines idées, et qu'il met une distance entre sa personne et ses idées, alors on peut considérer qu'effectivement, on peut toujours critiquer ses idées. En fait, l'exemple le plus simple là-dessus, c'est, dans la perspective française, la question des croyances religieuses, dont on a beaucoup bien sûr parlé avec les différentes affaires aussi touchant à la liberté d'expression, je pense à l'affaire Mila. C'est vrai qu'il y a une difficulté parfois à comprendre, notamment chez les jeunes générations, que quelqu'un qui insulte, par exemple, le prophète de l'islam, puisse ne pas être condamné. Cette association porte plainte pour provocation à la haine raciale. La réponse est claire, il y a une différence entre une insulte homophobe qui touche à ce qu'est une personne, ce qu'elle n'a pas forcément choisi d'être, et une insulte qui porte sur des croyances qui font l'objet d'une adhésion libre et qui pourraient aussi faire l'objet éventuellement d'une modification ou d'un rejet. Et effectivement, la différence est claire. Quand la caractéristique ne touche pas à ce qu'est une personne malgré elle, mais à ce qu'une personne a choisi, ce à quoi elle a choisi d'adhérer, eh bien là, effectivement, on a le droit de porter une critique, et on pourra dire que cette critique ne porte pas sur l'identité, encore une fois, malgré elle de cette personne, mais sur ce qu'elle a choisi d'être. Et effectivement, c'est un critère fondamental pour distinguer, encore une fois, des attaques qui porteraient sur des personnes et des attaques qui portent sur des idées en tant que telles. De sorte que, du coup, en démocratie, on pourrait dire que attaquer une idée ou commettre une violence envers une idée ne peut pas être illégitime, si on en tient à cette distinction. C'est ce que je soutiendrais. Alors, je reprendrai aussi votre question. En fait, alors, aussi, il faudrait rentrer dans les termes. Quand on parle d'une idée, on parle de l'expression de quelque chose qui a été formulé par une conscience.
maintenant, on pourrait effectivement établir une gradation entre l'idée, au sens où une idée peut être ce qui me passe par la tête, et entre une réflexion. Et dans ce cas, je serais tenté de dire que tout ce qui relève d'une réflexion devrait être accepté, même si cette réflexion est dérangeante quand elle s'oppose à une autre réflexion. En revanche, effectivement, il n'est pas extrêmement intéressant de justifier ou de défendre absolument le droit d'exprimer tout ce qui nous passerait par la tête, même si ça relève quand même de la libre expression des opinions. Mais alors, dans ce cas, il faudrait effectivement distinguer entre l'évidence qu'on a tous le droit de dire ce qui nous passe par la tête et la différence qu'il y a entre l'opinion que la philosophie a toujours critiquée et l'expression d'une pensée rationnelle qui a une autre prétention. Mais encore une fois, on doit aussi accepter en fait l'expression de la bêtise en démocratie. On ne peut pas commencer à légiférer contre la bêtise. En revanche, on peut légiférer contre la bêtise criminelle, contre par exemple le négationnisme, qui est à la fois une négation de faits historiques et effectivement après, le plus souvent, qui s'achemine vers une violence dirigée contre des personnes. Merci beaucoup donc, pour cette réponse. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec je vais dire, beaucoup de sagesse. En philosophie, on commence par définir les termes. Nous avons défini celui de violence, il est temps de passer à celui de légitimité. Quand on commence à questionner la justice et le concept en lui-même, on sépare toujours la légalité de la légitimité. Qu'est-ce que la légitimité? Qu'est-ce qui peut être légitime? Et surtout, quelqu'un qui a été autorisé à quelque chose, peut-il être illégitime dans son action parce que, par exemple, il n'a pas réfléchi à ce qu'on lui a demandé ou... Comment peut-on qualifier cette légitimité? Je repartirai de cette fameuse phrase de Weber sur laquelle on peut s'arrêter quand même un instant. L'État revendique pour son compte le monopole de la violence physique légitime. On a entendu dans la bouche du ministre et autres, on a souvent, les experts ont souligné qu'il y avait quand même une déformation, puisque Weber décrit quelque chose, mais il ne dit pas que cette chose est bonne en soi. Par ailleurs, il y a matière à dire qu'effectivement, il est sain et normal et compréhensible que l'État exerce une violence, bien sûr, pour faire régner l'ordre. Ce qui est important ici, c'est que Weber ne dit pas, ce qui serait une tautologie, une évidence, de dire qu'effectivement, l'État légalise sa violence. Il y a des textes qui encadrent l'usage de la violence par les forces de l'ordre. Quand on rentre dans la sphère de la légitimité, c'est qu'on considère que des êtres rationnels relativement honnêtes pourraient tous arriver à la même conclusion, à savoir qu'il est normal, en l'occurrence, que l'État se dote d'une force, d'une répression, lorsque certaines règles communes sont transgressées. Une fois qu'on dit ça, en fait, on rentre typiquement dans la sphère de la philosophie, de la délibération. On peut revenir à Aristote, l'homme est un animal politique parce qu'il a le langage, parce qu'on peut discuter. Donc si on peut discuter, on peut établir des critères qui légitiment une action, et encore une fois, indépendamment de savoir ce qui se passe du point de vue de la loi. Même si, bien sûr, les textes de loi aussi procèdent d'abord de réflexion et discussion philosophique. Donc là, quand on parle de légitimité, on va formuler des arguments. Et sur la question de la violence, je me permettrai ici de faire état de au moins 3 arguments qu'on va retrouver justement et qui relèvent vraiment d'une tentative de légitimation des processus violents. Et 3 arguments qu'on peut comprendre facilement à partir d'expressions assez ordinaires. Le premier argument, c'est un argument du type « ça marche ». C'est l'argument de l'efficacité. On va dire que la violence est légitime si elle est efficace pour, évidemment, servir une cause qu'on estime juste. On peut discuter sur la justesse ou la justice de cette cause. C'est un argument qu'on a beaucoup entendu, bien sûr, durant la crise des Gilets jaunes, parce que, par exemple, le président de la République a annoncé à un moment des fonds supplémentaires, en milliards d'euros, et beaucoup se sont dit, regardez, la violence, ça marche. Premier type d'argument qui permet de légitimer une violence en disant que c'est efficace. Il y a un autre type d'argument, c'est l'argument, pour les juristes, de l'épuisement des voies de recours. On a tout essayé. Bon, regardez, on a tout essayé, il n'y a rien qui marche, donc on va se résoudre, même en ayant quelques remords, à agir violemment. Il se distingue de l'efficacité dans la mesure où, quand on a l'argument de l'efficacité, on peut commencer par la violence parce qu'on sait déjà que c'est plus efficace. Alors dans le cas de l'idée d'épuiser les voies de recours, l'idée c'est plutôt de dire on va quand même essayer autre chose que la violence, et à la fin on va se résigner à faire preuve de violence, mais encore une fois on pourra considérer que la violence est un moyen d'action immorale. On va quand même la justifier dans un discours rationnel qui devrait pouvoir être compréhensible et auquel les individus rationnels pourraient aussi adhérer. Et enfin, l'argument le plus massif, c'est l'argument c'est lui qui a commencé, à savoir c'est que ma violence est une réaction à une violence première. Et là, c'est l'argument de la violence révolutionnaire. Je pense bien sûr à Marx, il y a un chapitre du Capital sur l'origine de l'accumulation primitive, où il explique que l'économie politique s'est construite sur un mensonge, à savoir qu'elle a considéré que le capitalisme était en fait
le prolongement des échanges naturels et plutôt pacifiques entre les hommes. Et là, Marx, dans ce chapitre, dit ce n'est qu'un tissu de mensonges, c'est toujours la violence, le vol, le meurtre qui a régné. Et s'il y a eu une accumulation primitive, c'est d'abord parce qu'il y a eu une expropriation et une extorsion primitive. Et une fois que vous dites que vous ne faites que combattre une première violence, mais là, vous pouvez à peu près tout justifier et tout légitimer. Donc après, une fois qu'on commence à légitimer la violence en disant qu'on ne fait que répondre à une première violence, ce qui est en fait ce qu'ont fait les théoriciens du contrat social, en disant que l'état de nature étant violent, surtout pour Hobbes bien sûr, l'État ne fait que répondre à un premier état de violence. Donc c'est toujours cette même logique que reprendra aussi Fanon dans Les années de la Terre. Et là après, on entre dans une discussion qui est plutôt historique, à savoir est-ce qu'on peut vraiment considérer que, par exemple, le capitalisme est originellement violent ou autre pour justifier un retour de sa propre violence. Il y a le terrain de la légitimité rationnelle de la discussion et des arguments, et puis ensuite il y a la précision de la discussion sur le constat lui-même qui peut mener effectivement à légitimer sa violence. Merci beaucoup. Alors, pour poursuivre concernant la démocratie et disons le cadre spécifique qu'est la démocratie, j'aimerais juste vous faire réagir à un petit texte d'Emmanuel Macron, tiré d'un entretien de décembre 2020 dans l'Express, où le président de la République dit « La démocratie exige la fin de la haine. Or, sous couvert d'une espèce de tolérance à tout, nous avons fini par accepter la haine et la violence. Pour moi, c'est la ligne rouge. Et je considère que toutes les forces politiques qui justifient la violence en arguant que ceux qui la pratiquent sont des victimes de l'ordre établi font une erreur existentielle d'un point de vue démocratique. » Le présupposé derrière, c'est que le régime démocratique est un régime qui valorise la pacification des rapports interhumains et qui, quelque part, offre la possibilité d'une participation politique à tous qui disqualifierait, étant donné qu'il y a un recours qui est autre que celui de la violence, la participation violente, l'action violente à des fins politiques. Qu'est-ce que cette phrase vous inspire? Est-ce qu'on peut revenir dessus? Je ferai une première remarque importante. Quand on dit, historiquement, il y a le livre de Steven Pinker qui a montré qu'il y avait une diminution des violences dans l'histoire, on pouvait effectivement attribuer ça à la progression de la démocratie libérale, surtout. Quand on dit qu'effectivement la démocratie correspond à la fin de la violence, c'est pas tout à fait exact. La démocratie correspond effectivement à la diminution de la violence physique, mais elle correspond surtout à l'acceptation du détournement et même à l'incitation au détournement de la violence. Je précise tout de suite, en fait, il y a deux catégories de violence qui sont encore acceptables en démocratie et qui le seront toujours. Premièrement, ce qui relève de la légitime défense, si ces circonstances sont effectivement très précises, temporelles, proportionnalité. Et ça, effectivement, on considère qu'il est normal de pouvoir, dans des situations extrêmes, quand même utiliser la violence, d'autant plus quand l'État n'est pas là pour effectivement empêcher la violence que je vais subir. Et une autre catégorie essentielle dont on parle assez peu sur ce sujet, c'est ce que j'appellerais la violence récréative, le divertissement. Vous pouvez exprimer de la haine dans un film, vous pouvez aller voir un film d'horreur, vous pouvez même aller dans des salles où vous avez le droit de tout détruire. J'ai oublié le mot, il y a un terme anglais pour ces salles-là, ça existe. Et ça, effectivement, ce n'est pas négligeable. Je prendrai aussi un exemple sportif. Pendant longtemps, en France, alors pour des raisons liées à l'influence du judo sans doute, mais pour des raisons aussi morales, le MMA était interdit. On considérait que c'était trop violent et qu'on ne devait pas montrer cette violence. Désormais, c'est autorisé. Et effectivement, le MMA, c'est un sport dans lequel soit on peut pratiquer une violence en étant, bien sûr, soi-même dans l'arène, soit on peut la contempler avec l'idée assez classique de la purgation des passions quand on observe ce spectacle violent. Et là, justement, quand on dit que la démocratie doit évincer toute forme de violence, attention, parce que justement, on a vu dans l'histoire que certains justement ont critiqué les spectacles violents, la musique violente. Vous avez tous vu ce label d'avertissement, par exemple, sur le contenu de paroles violentes, de musique de rap ou de métal. On voulait aussi interdire certains spectacles violents, mais en fait, si vous interdisez ça au motif que c'est la démocratie qui vous invite à le faire, où allez-vous mettre la violence? Et là, je reprendrai un peu une analyse freudienne aussi. Ce qui compte, c'est de détourner l'objet initial. Si vous haïssez votre voisin, évidemment, vous n'avez pas le droit ni juridiquement ni moralement d'aller lui casser la figure. En revanche, vous pouvez imaginer, en jouant à un jeu vidéo violent, que vous êtes en train de régler votre compte à un voisin. Alors ça paraît dérisoire, mais c'est essentiel. Et encore une fois, si on se focalise vraiment sur cette espèce de disparition de toute forme de violence, de pulsion violente, c'est contre-productif. Je prendrai un dernier exemple, c'est Black Mirror, une série assez célèbre. Il y a un épisode fascinant qui s'appelle Archangel, où une mère de famille qui est extrêmement angoissée par la
disparition momentanée de sa fille, accepte une innovation technologique qui est tout à fait vraisemblable, qui est une espèce de capteur qui permet de brouiller les images de violence auxquelles son enfant est confronté et qui lui permet d'observer aussi ce à quoi son enfant est confronté. Et en fait, tout l'épisode, je ne vous le gâche pas, vise à montrer que c'est l'enfer. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des effets pervers qui surgissent de cette bienveillance initiale qui consistait à prémunir un enfant contre toute image violente. Et en fond, l'épisode montre aussi que la socialisation primaire ou secondaire implique toujours un certain rapport à la violence que la démocratie ne pourra jamais totalement supprimer. Mais encore une fois, il ne s'agit pas non plus de justifier et de rester, de ne rien faire face à des formes de violence. Il s'agit de dire qu'il y aura toujours, sous une forme ou une autre, une circulation d'images et autres violentes. Il faut effectivement aussi considérer que les individus auront toujours un certain rapport à la violence et la démocratie doit justement permettre l'expression, encore une fois, détournée de ces violences-là pour globalement arriver à cette pacification. Donc la pacification doit intégrer l'acceptation d'une forme de violence essentiellement récréative quand même, et avec effectivement aussi le cas particulier de légitime défense, pour arriver à son objectif. Et surtout ne pas tomber encore une fois dans une espèce en fait, de puritanisme qui reviendrait effectivement à chasser absolument tout ce qui pourrait faire référence à une forme de violence, de conflictualité ou de contrariété. Parfois, le détournement ne suffit pas. Dans la Déclaration des droits de l'homme sont exposés, elle sanctionne certains droits fondamentaux, parmi ceux-là, la résistance à l'oppression. On va parler maintenant de la violence insurrectionnelle, qui historiquement est toujours une réponse à une violence institutionnelle, qu'elle soit sociale, raciale, ou sociale ou raciale, excusez-moi. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, pour un retour sur le monde contemporain, nous sommes dans un climat de violence particulier, ou bien que historiquement, dans vos recherches, vous dites mais non, finalement, ce n'est que les temps qui portent tous leur violence sous certaines formes, plus verbales, plus physiques. Alors, excellente question. Ce qui ressort quand même de la littérature, c'est qu'on assiste à une espèce de retour quand même de la violence politique. On trouve beaucoup d'articles, d'ouvrages là-dessus. Il y a un sujet qui est préoccupant, aussi bien sur le plan verbal que sur le plan physique concret. Et encore une fois, je prendrai l'exemple des Gilets jaunes. Et sur la question de l'insurrection, mais ça participe de ce que j'ai appelé la violence révolutionnaire. Là aussi, il faut revenir à la question de la légitimité, parce que qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'un pouvoir est plus légitime et que le droit à l'insurrection est constitué? Je reviens un instant sur Hobbes. On a fait de Hobbes un théoricien d'un pouvoir absolu, sans aucun moyen de défendre sa liberté, puisque tout avait été remis dans les mains d'un État léviathan monstrueux. Hobbes intègre déjà le droit à l'insurrection. Il est évident que si l'État n'oublie pas sa mission première, qui est quand même de pacifier les relations entre les individus, la question de l'autodéfense citoyenne, des sujets en l'occurrence dans le contexte de Hobbes, peut se poser. Effectivement, là, le droit à l'insurrection est constitué. Maintenant, si je reprends notre époque un petit peu, on a, à mon sens, un peu trop vite quand même rejeté la légitimité d'un président, en l'occurrence d'un gouvernement, quelles que soient les convictions qu'on a par ailleurs en politique, sous prétexte de telle ou telle phrase, de telle ou telle mesure qui était jugée défavorable aux intérêts de telle ou telle partie de la population. Et là, il y a quand même un problème, puisque même si on peut revenir, par exemple, sur le fait de savoir si tel ou tel score à une élection est suffisant pour garantir la légitimité, mais à ce moment-là, soit on propose une réforme pour définir ce qui serait la légitimité permanente, soit on rentre dans un système de mandat impératif, soit on rentre dans une espèce de système où on remet son élection en jeu tous les ans. Mais on ne peut pas, si vous voulez, commencer à dire que le droit à l'insurrection est défini par des sujets qui estiment que là, c'en est trop, alors que ces sujets, parfois en plus, contribuent par ailleurs aux règles démocratiques, aux procédures démocratiques, mais les contestent lorsque le candidat qui a reçu les suffrages n'est pas le leur. Et là, effectivement, c'est pour le coup totalement illégitime quand même. Alors, tu me permettras, Tom, pour dire, qui peut juger? Qui peut juger de la légitimité d'une violence insurrectionnelle? Qui pourrait le juger? Alors, par définition, quand on est dans la violence insurrectionnelle, on est dans le cadre extralégal. Je vous répondrai que c'est l'histoire qui juge. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à Alexis de Tocqueville, qui est d'abord un aristocrate dont les intérêts familiaux sont plutôt écrasés par la Révolution française, et qui en fait réalise que la Révolution française s'inscrit justement dans un processus d'égalité des conditions, de fin des sociétés d'ordre, et qu'il ne peut juger que de manière bienveillante. Et Tocqueville va même plus loin, il voit même une espèce de mouvement divin. Et là, effectivement, l'histoire jugera, c'est avec le recul,
on peut considérer que certaines révolutions ont été bonnes et même nécessaires. Je pense aussi à Patrick Weil, historien, qui considère qu'être français, c'est quand même avoir une vision relativement positive de la Révolution française, même s'il y a la terreur, il y a beaucoup de choses, il y a la question vendéenne, mais ça fait aussi partie de l'identité française. Tocqueville a aussi connu 1830, 1848, et même chose, Tocqueville n'a pas remis en cause ces bouleversements politiques importants, mais Tocqueville, en revanche, a très nettement désapprouvé l'irruption d'un nouveau Napoléon dans la vie politique française, comme d'autres grands esprits à l'époque, même si après on a considéré que, même si le coup d'État qui a introduit le Second Empire est critiquable, le Second Empire n'a pas non plus été ce qu'on a pu dire à une époque. Je pense à un ouvrage de Philippe Seguin qui visait à l'époque à réhabiliter un peu le Second Empire et à dire que même si son origine était discutable, les résultats qui en sont suivis, même si la débâcle de 70 est importante, amenaient quand même à avoir un regard plus bienveillant là-dessus. Donc c'est vraiment ça, parce qu'à partir du moment où la violence insurrectionnelle ne se soucie plus du droit, il est évident qu'il faut d'autres critères. Je pense que c'est vraiment la rétrospection, le regard que l'on porte collectivement sur le passé, qui permet après d'intégrer ou d'exclure. Dernier exemple, à l'inverse, on est plutôt d'accord pour dire que la révolution nationale, le régime de Vichy, a plutôt été une mauvaise révolution. Je ne vais pas le dire, mais l'histoire jugera. Voilà, l'histoire a jugé que c'est une révolution, du moins qu'on avait le nom, parce que bien sûr que les processus en question ne relevaient pas des pratiques révolutionnaires habituelles, mais dans l'expression, là, on a considéré que non, ça ne faisait pas partie d'un élément positif de l'histoire nationale. Peut-être simplement revenir sur la généalogie de ce retour de la violence, puisque vous semblez dire qu'il y a quand même une spécificité contemporaine de ce sujet. Comment on peut essayer de comprendre cela, d'où cela vient? Qu'est-ce qui fait que tant de personnes ont considéré, par exemple, au moment des Gilets jaunes, qu'il n'y avait pas d'autre recours que d'agir tel qu'ils ont agi? Comment on peut essayer de comprendre tout ça? En fait, je repartirai aussi de Tocqueville, qui, cette fois dans l'Ancien Régime et la Révolution, explique que finalement, quand un pouvoir est un peu contesté, c'est précisément au moment où il améliore la situation de ses sujets qu'il subit le plus de violence. Plus on s'approche du moment où effectivement on arrive finalement à ce qu'on peut rechercher, à savoir effectivement le droit de nourrir une passion matérielle, de préférence privée dans le cadre d'une démocratie qui nous accorde des droits fondamentaux, et plus effectivement le moindre résidu de violence, de choses qui pourraient contrevenir nos intérêts, devient insupportable. Et effectivement, on constate aujourd'hui aussi qu'on a une forme d'intolérance de plus en plus grande à des violences qu'on n'arrive plus du tout à accepter ou à légitimer, et ça justifie un retour, bien sûr, de faire usage d'une violence plus grande dans le but d'éradiquer, penseront, définitivement cette violence qui nous dérangeait initialement. Et donc c'est là qu'il est quand même utile parfois, comme on peut l'entendre dans les débats publics, de rappeler qu'il y a des problèmes en France, mais la France n'est assurément pas le pays le plus malheureux au monde. Marcel Bouchet parlait de malheur français, mais globalement, on peut aussi quand même considérer que quand on croit que c'était mieux avant, il faut quand même regarder certains indicateurs qui sont ceux du développement humain, d'accès à l'éducation, de la santé et autres, pour garder raison et se dire que peut-être que finalement certaines actions violentes ne sont pas justifiées maintenant comme elles ont pu l'être auparavant, puisqu'il est évident que les mouvements actuels ont aussi un ancrage et s'inscrivent dans un imaginaire qui est celui justement en France, je le disais, une image positive de certaines révolutions. Et on imagine qu'il faudrait effectivement achever ou continuer le processus révolutionnaire, sauf que bien sûr les circonstances ne sont plus du tout les mêmes, et on assiste effectivement à des discours un peu radicaux. Je pense à ce que peut défendre Juan Branco, abattre l'ennemi, des choses très radicales, qui sont nourries avec un constat de corruption absolue. Alors qu'on peut discuter, il y a des choses qui sont factuellement vraies dans ce qu'a fait avancer Juan Branco, il y a des choses aussi qui sont quand même peut-être un peu noircies, et qui vont sans doute nourrir des frustrations, des colères populaires, qui sont là aussi parfois totalement légitimes, mais qui sont parfois aussi l'objet d'une récupération politique, qui obéit à des motifs complexes et parfois personnels, qui sont ceux de ce que Tocqueville a aussi appelé des citoyens entreprenants, qui attendent les événements qui vont leur permettre justement de créer une nouvelle révolution pour des motifs parfois, encore une fois, assez obscurs. Quelque chose de particulier de notre époque, c'est l'irruption des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut considérer que, quelque part, voilà, cette nouvelle agora spécifique qui est un réseau social participe d'une modification de notre rapport à la violence, ou du moins peut-être attise par son mode de fonctionnement des passions
probable. Voilà. Je vous avoue que je pratique assez peu les réseaux sociaux. Bon, il y a beaucoup de sujets en ce moment sur la question de la régulation, bien sûr. Qui peut réguler? Qu'est-ce qu'il faut réguler? J'aurais tendance à dire, et ça résulte aussi un peu de mes lectures, qu'il est surtout question de violence verbale et que ça reste souvent verbal. Il y a parfois des choses qui effectivement débordent la sphère numérique pour aller effectivement dans la sphère strictement réelle. On sait aussi que le harcèlement numérique est sans doute aussi pesant que le harcèlement physique et direct. Et effectivement, les réseaux sociaux ont surtout, à mon sens, contribué à une sorte d'effacement des hiérarchies, des distinctions et de ce qu'on pourrait appeler les grandeurs d'établissement. Pour parler comme Pascal, on veut interpeller un ministre qui, probablement lui ou son community manager va répondre, comme si vous étiez quelqu'un qui avait quelque chose d'intéressant à dire. Et effectivement, ça entretient l'idée que oui, on peut s'adresser à quelqu'un même vertement et avoir une réponse. Donc pourquoi effectivement mettre les formes quand on allait au contraire dans une tonalité violente, on peut engager une discussion. Alors après, là aussi, je pense qu'on pourrait avoir une approche sociologique sur les réseaux sociaux, savoir quelle classe d'âge ça concerne, est-ce qu'il n'y a pas effectivement parfois un effet un peu métropolitain sur l'usage des réseaux et le fait que certains sujets paraissent extrêmement importants au regard des hashtags populaires et le sont peut-être un peu moins dans la sphère démocratique ou dans le corps civique dans son ensemble. Alors, je suis désolé de commencer par cette citation. Ma question, vous la connaissez. Ils n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent. Donc, vous n'ignorez assurément pas cette citation d'un ancien polémiste nouvellement candidat à la présidentielle sur les mineurs isolés. Ils font partie de ces propos d'une violence nouvelle que nous avons vue dans la vie politique française ou qui auparavant étaient confinés au bruit et l'odeur ou à certains propos de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que cette violence nouvelle, verbale, dans notre vie démocratique est le reflet d'une violence plus grande dans notre société ou qu'elle est confinée à la vie politique? Alors, il me semble que ces propos sont actuellement l'objet d'une poursuite. Ils le sont. Dans la salle. Ce qui choque dans ces propos et ce qui est effectivement matière sans doute à poursuite, c'est l'essentialisation. L'essentialisation, le fait effectivement de priver totalement d'alternatives ces personnes. Ils ne sont que ça. Ils ne sont rien d'autre que ça, ils ne seront toujours que ça. Voilà, donc c'est effectivement ça qui est la réduction, et c'est aussi après en fait, la négation de la complexité d'un problème qui est réel. Hein. Vous trouverez des études effectivement sur la délinquance des mineurs isolés qui est préoccupante dans certaines zones de la capitale notamment. Donc ça c'est un problème réel. Maintenant, ce problème il a différentes causes. J'aime beaucoup cette phrase de La Bruyère qui dit si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d'esprit en est le père. Et on pourrait dérouler aussi différents paramètres qui justement amènent une violence qui est préoccupante. Et donc soit vous la dénoncez purement et vous justifiez en retour une contre-violence, ce que ton appel va faire ses propos, soit vous considérez qu'il y a un problème, parce qu'en l'occurrence il y en a un, et après vous allez étudier effectivement les différents paramètres à activer pour à la fin faire taire cette violence. L'autre option, bien sûr, incontestable, serait de nier totalement le problème. Mais sur le cas Éric Zemmour, il est quand même intéressant de rappeler que, comme vous l'avez dit, c'est un polémiste, ce qui n'est pas forcément une insulte, hein, c'est une fonction qui a toujours eu des représentants dans l'histoire, mais c'est quelqu'un qui maîtrise les codes télévisuels et qui a grandi à une époque aussi où, en fait, pour reprendre un peu ce qu'avait déjà écrit Bourdieu sur la télévision, hein, l'audimat régnait encore en maître, et effectivement, cette recherche de la phrase qui tue, on parle souvent du sniper, du clash, de la punchline, tout ça a été entretenu collectivement par des personnes qui d'ailleurs ne partagent pas du tout les idées politiques d'Éric Zemmour et qui semblent s'étonner aujourd'hui que cela puisse se traduire en termes politiques. Alors qu'en réalité, le succès qu'Éric Zemmour a obtenu dans une émission célèbre avec son compère, ce succès a pu, sans trop de surprise finalement, avoir après une traduction politique parce que justement, dans le même temps, la classe politique peut-être était un peu dans une forme de tiédeur, ou de ce qu'on appelle aussi le politiquement correct, et c'est effectivement sans doute une des raisons du succès de ces populistes de gauche ou de droite, à savoir effectivement leur capacité à avoir des discours qui tranchent avec une espèce de mollesse, de tiédeur, encore une fois, d'une pensée un peu qui ne s'engage pas. Et effectivement, vous voyez, le premier débat qui intronisait Éric Zemmour, c'était face à Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi est capable quand même parfois d'outrance verbale, mais qui effectivement les met au service d'un projet bien sûr qu'il pense plus juste, mais qui s'inscrit lui aussi quand même dans cette idée que
nous attendons collectivement parfois des propos un peu plus tranchés. La question étant après de savoir sur quoi ils sont tranchés, sur le statut des personnes, sur d'autres sujets, sur la dénonciation de l'injustice. Mais en tout cas, sur la forme, il y a quand même quelque chose qui relève un peu d'une attente et qui après, effectivement, a des traductions politiques selon des perspectives idéologiques qui sont très différentes selon, bien sûr, le camp où on se situe. Il y a eu, à la suite, pendant et à la suite des Gilets jaunes, pas mal de voix qui se sont élevées contre certaines méthodes des forces de l'ordre. Et on a vu se généraliser dans des discours plutôt de gauche une forme de remise en question radicale de la légitimité de l'action qui est portée par la police, de l'action qui en fait consiste à protéger un ordre qu'on considère comme un prérequis nécessaire aux libertés civiles, aux libertés politiques. Est-ce que cette contestation, disons, de l'institution de la police comme viciée en son fondement, et pas simplement dans certains de ses actes radicaux, est nouvelle? Est-ce que c'est nouveau? Ou est-ce qu'en fait c'est un classique, quelque chose qui est récurrent en démocratie depuis dans la Ve République? Et surtout, quelque part, comment interpréter ces propos qui consistent finalement simplement à dire que l'institution en tant que telle est problématique, sont proposées d'institutions de remplacement, sinon comme un rejet radical de la prétention à faire respecter un ordre. C'est l'idée même de l'ordre, en fait, qui est, voilà, des thèses anarchistes. Est-ce qu'on peut aller sur ce terrain-là, puisqu'il y a quelque part peut-être une négation d'un fondement anthropologique Tout à fait. Effectivement, quand on parle de maintien de l'ordre, la question est quel est l'ordre, comment on maintient? Cet ordre est-il juste? Est-ce qu'on le maintient par une espèce de mécanisme qui fait que la police agit, défend selon les ordres de ceux qui sont aux manettes, ou est-ce qu'on le maintient parce qu'on est effectivement intimement convaincu de l'importance de ce qu'on appelle l'ordre public, sécurité, salubrité, tranquillité pour les juristes. Bon, là-dessus, je rappellerai aussi quand même qu'il y a un fondement juridique fort de la force publique dans la Déclaration des droits de l'homme. Quand même, au moment où on a redéfini les règles de la vie commune, on a intégré dans la Déclaration des droits de l'homme l'idée même de la police, pour garantir justement les droits de l'homme. Alors, mon impression, c'est quand même, je pense qu'on est dans un débat d'intellectuels très marqué à gauche, et que globalement, aucune population en Europe ne remet en cause le principe même de l'existence d'une police. On pourrait discuter des sondages et autres, mais il y a quand même une adhésion aussi à l'institution militaire qui a certes une mission différente. Donc les critiques là-dessus, elles viennent d'où? Elles viennent effectivement, vous l'avez dit, d'une tentation, on va dire, anarchiste, d'un rêve anarchiste qui est le vivre sans. C'est le titre d'un ouvrage de Frédéric Lordon, sauf que Frédéric Lordon, lui, critique justement cette idée en appelant plutôt à modifier les institutions plutôt qu'à les supprimer. Bon, il y a le cas bien sûr américain récemment, où on a vu des appels à retirer les fonds qui finançaient la police pour créer autre chose. La situation américaine, comme vous le savez, est particulière, beaucoup plus violente aussi que la situation française. C'est aussi bien sûr la circulation des armes et l'histoire raciale des États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que avec en fait, le débat qu'il y a pu avoir autour de ce qu'on a appelé les violences policières, on était en fait dans un débat, à mon avis, que les Français ne comprenaient pas trop, puisque, souvenez-vous, quand le président de la République avait finalement utilisé l'expression, ça lui a été beaucoup reproché par les syndicats de police, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une violence policière? C'est le moment où des policiers utilisent une violence qui n'est pas une violence légitime. Donc vous allez avoir d'un côté l'idée qui consiste à dire il n'y a pas de violence policière, puisque la violence qu'utilisent les policiers, c'est bien de la violence, mais elle est légitime, et ce n'est pas à n'importe qui de dire qu'elle l'a été ou non, puisqu'on devrait présumer que les policiers agissent avec raison, et que si ce n'est pas le cas, ils seront jugés par effectivement un organisme de contrôle qui est l'IGPN. Et de l'autre côté, vous avez l'idée qui consiste à dire, en fait, tout est violence dans la police, et aucune de ces violences n'est légitime. Le contrôle d'identité, en fait, c'est une violence qui ne devrait pas avoir lieu, qui est contestable, qui est contre-productive, parce qu'elle mène après à des rancœurs sociales, parce qu'elle porte toujours sur les mêmes personnes. C'est aussi la question des contrôles faciès, on se souvient des propos d'Éric Zemmour aussi sur cette question. Et là, en fait, derrière, c'est cette notion encore moins connue, je pense, de systémique, le racisme systémique, la violence systémique, qui consiste à dire que dès qu'il y aura une police, il y aura des violences, et parmi ces violences, la plupart, en fait, ne seront pas légitimes.
même si vous définissez une mission assez claire pour la police, consistant effectivement à intervenir uniquement lorsque la vie d'autrui est en danger, vous aurez toujours effectivement des phénomènes qui sont liés à un imaginaire, qui peut être un imaginaire colonial et autres, qui feront que d'autres violences viendront cibler uniquement des populations qui n'ont rien fait. Et c'est ce qu'on trouve effectivement sous la plume de certains théoriciens très à gauche, qui expliquent qu'en fait la police est viciée, qu'elle est même irréformable, et qu'on devrait effectivement peut-être définir une police sans armes, ce qui serait pour certains déjà un progrès. On peut se demander ce qu'il en serait si la police était absolument désarmée, puisque la crainte est aussi un ressort bien sûr important de l'obéissance. Mais ça, encore une fois, je pense que ce sont des théories extrêmes qui effectivement relèvent d'une perspective politique. Bon, cela dit, les anarchistes ne sont pas foncièrement hostiles à la police. Les conceptions de gauche de la police républicaine qui effectivement, lorsqu'elle est bien employée, servent aussi justement à défendre la justice. Et puis à un moment, même dans les utopies les plus radicales, anarchistes et autres, il y a aussi l'idée qu'il faudra quand même à autrui. Nous avons tout à l'heure cité Gérald Bronner dans Apocalypse cognitive. Vous ne m'en voudrez pas de le refaire. Les capacités de notre cerveau ne nous permettent pas d'entretenir des rapports de confiance réciproques avec beaucoup plus de 150 personnes. Ce chiffre a d'ailleurs été confirmé comme une sorte d'invariant anthropologique par des études portant sur le nombre d'amis avec lesquels nous entretenons réellement des rapports, évidemment, de nos milliers de contacts sur Facebook. Au-delà de la vie réelle, nous dit Bronner, il faut des formes de hiérarchie et donc d'autorité pour maintenir la cohésion sociale. Aujourd'hui, il semble que l'État a perdu le monopole de la violence légitime, en tout cas au moins dans la tête des individus. Est-ce que ce serait possible d'expliquer pourquoi est-ce que certains individus ne croient plus n'ont plus confiance dans l'autorité? Alors déjà, là aussi, je pense que il y a des débats intellectuels, mais je pense que la majorité des citoyens, quand même, aiment leur police. On peut penser aussi ce qui a suivi les attentats et autres. On a vu quand même une espèce de célébration citoyenne et un remerciement aux forces de l'ordre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'une part un affaiblissement de l'État qui est abondamment discuté, une espèce de mort du Léviathan, dépossession de l'État au profit d'autres structures, la question du néolibéralisme et de ses effets effectivement sur le pouvoir politique. Et de l'autre, il y a aussi la tentation citoyenne individualiste de tout savoir faire mieux que l'État. Donc c'est en fait la question, on voit aujourd'hui émerger, des milices citoyennes. Bon, les policiers et les gendarmes arrivent toujours trop tard, donc on va le faire nous-mêmes. Donc ça, c'est un sentiment qui quand même est réel et qui, bien sûr, a toute la vigilance des autorités, parce que si on laisse ce sentiment prospérer, on va arriver effectivement à des modes de régulation assez problématiques. Mais sur le fond, il y a une autre question fondamentale, qui est aussi la visibilité de certains actes. Donc il est évident que si on a accès à des images où la police fait mal son travail, on va spontanément éprouver quand même une forme de ressentiment, vouloir établir une critique à l'égard de la police. Donc là, je pense que effectivement, la réponse, elle est dans l'exigence que les gouvernants s'appliquent à eux-mêmes, le respect de l'état de droit. Et là, je rappellerai quand même qu'on cite souvent Maurice Grimaud, qui était le préfet de police en mai 68, et qui avait fait une lettre absolument magnifique qui rappelait qu'un policier qui frappe un homme à terre se déshonore et déshonore la police. Donc l'exemplarité, justement, le fait de sentir qu'on est investi d'une mission essentielle, c'est, je crois, la meilleure réponse, qui n'est donc pas la remise en cause de la légitimité d'une institution, pour effectivement raviver la confiance citoyenne. Je pense qu'effectivement, c'est ce sur quoi on doit travailler collectivement, plutôt que tomber dans des négociations extrêmes, dans des solutions de facilité qui cachent aussi un projet politique qui peut être discutable. Et j'ajouterais quand même aussi un point fondamental, j'y reviens, mais je pense que c'est vraiment le fond philosophique de notre histoire. Machiavel, dans le discours sur la première décade de Tite-Live, explique en fin de compte que pour lui, il y aura toujours la même quantité de bien et de mal dans le monde, et qu'on peut juste espérer que ça se déplace et que ça ne tombe pas trop sur nous. Et en fin de compte, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment d'une telle puissance, notamment grâce à la technique, à la maîtrise de la vie, qu'on s'indigne qu'il reste encore quand même des situations de violence. Et en fait, vous avez un argument un peu conservateur, consistant à dire il y aura toujours de la violence. Cet argument, je pense, il est vrai. Mais il y a deux objections qu'il faut prendre en compte. La première, c'est l'objection de l'appartenance tout court. À savoir, les personnes qui nous disent qu'il y aura toujours de la violence sont des personnes qui subissent peu de violence parce qu'elles font partie d'une catégorie dominante ou favorisée. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais qui peut faire l'objet d'une discussion sociologique. Ensuite, il y a une autre objection aussi importante, qui consiste à dire que
derrière cet argument de la résignation, qui paraît être statique face au réel, il y a en fait une action. Je maintiens le statu quo parce qu'il est dans mon intérêt, on revient à la question de l'appartenance, mais en fin de compte, quand je dis bah, c'est comme ça, je fais en sorte que ça reste comme ça. Ça, c'est ce qu'a montré Thomas Piketty dans Capitalisme et idéologie, et puis il revient sur la question dans sa vraie histoire de l'égalité. À savoir que ce discours, qui existe toujours conservateur, bah, c'est comme ça, il y aura toujours une part de David de la Terre, si je puis dire, il a souvent été démenti, parfois sur une échelle de temps assez longue, puisque la mobilité et le progrès démocratique sont réels. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils sont réels qu'ils sont immédiats. Il y a plutôt une tendance, on peut revenir aussi à Kant, une tendance sur le long terme, une amélioration. Et si vous voulez, l'impatience qu'il y a à réaliser ici et maintenant notre objectif final, elle est dangereuse et elle est en fait aussi illusoire, puisque peut-être on peut espérer que dans 100 ans ou plus, la situation sera meilleure, mais vouloir la réaliser maintenant, c'est entrer en fait dans une forme de millénarisme, vouloir instaurer le royaume ici et maintenant, et c'est ce que Raymond Aron avait déjà dénoncé, le peuple des intellectuels, c'est-à-dire le fonctionnement religieux d'idéologies révolutionnaires qui nous promettent encore une fois le paradis ici et maintenant. Et ça, effectivement, ça peut donner lieu à des excès révolutionnaires qui sont dommageables. Donc au bout du compte, oui, il y a sans doute une éducation, une acceptation, un passage du principe de plaisir au principe de réalité, pour reprendre les termes de Freud, mais cette acceptation-là, elle est peut-être temporaire, et effectivement, il ne faut pas non plus tomber dans une résignation qui serait parfois effectivement le masque d'un maintien du statu quo, alors qu'on pourrait changer les choses. Il faut garder de l'espoir, mais il faut aussi savoir que l'espoir, justement, il porte sur un temps parfois assez long. Ça me paraît être un joli mot de fin. Simplement, avant de passer aux questions du public, une question classique pour nos invités, c'est un conseil de lecture, pas nécessairement sur le sujet dont on vient de parler, mais pour venir, étant donné que vous êtes enseignant, en plus d'être chercheur, qu'est-ce que une référence récente ou classique? Un livre qui vous a marqué. Moi, je dirais, et c'est aussi un des éléments qui explique que j'ai choisi ce sujet de thèse, quand j'ai à peu près 16 ans, je vais être en filière économique et sociale, ça n'existe plus. J'ai vraiment été beaucoup marqué par la lecture du livre de Max Weber, Le savant et le politique. Puisque c'est un livre qui vous dit, en fait, il y a deux espèces de fonctions absolument essentielles dans la vie humaine. La recherche de la connaissance, le savant, la recherche de l'action collective, justement pacifier le politique. Et ces deux vocations, la vocation de politique, la vocation de savant, obéissent en fait aussi à des présupposés philosophiques qu'on peut discuter. Et je trouve que les questions qu'il pose sont absolument essentielles et passionnantes. Raymond Aron a notamment fait une préface à l'édition de ce livre-là, et c'est un livre qui en fait ne m'a jamais quitté, et je me rends compte que on revient toujours, vous le verrez aussi, à des lectures effectivement sans doute réalisées en enfance, l'adolescence, au moment d'une forme d'éveil. Moi, effectivement, j'ai découvert la philosophie en terminale, et ma seule lecture philosophique avant la terminale, c'était Philosophie Magazine, puisqu'il y avait un débat entre Nicolas Sarkozy et Michel Onfray. Je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut discuter, ministre de l'Intérieur, avec un philosophe présenté comme tel, de quoi ça m'a parlé, mais je n'avais jamais eu, sinon, vraiment eu l'occasion de me confronter à des textes philosophiques, et après, bon, j'ai eu une très bonne prof en terminale, et après, effectivement, j'ai choisi de persévérer dans cette voie. Très bien, écoutez, un grand merci pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un a des questions? N'ayez pas peur. Merci à vous, déjà. Oui. Il y a aussi beaucoup, dans le débat actuel, on va souvent parler du terme d'ensauvagement, et on regarde vos recherches. Est-ce que ça vous paraît approprié, pertinent, ou regardez-vous Très bonne question. En fait, ce terme, il a été popularisé, repopularisé par un livre de Thérèse Delpech qui s'appelle L'ensauvagement, qui est sorti en 2005. Et le terme, elle l'utilise pour dénoncer, constater la brutalisation des rapports entre les nations. Donc en fait, ce terme, c'est d'abord un terme qui s'appelait plutôt aux relations internationales au XXe siècle, avec bien sûr les guerres mondiales. Maintenant, comme vous le dites, effectivement, on a assisté à une querelle entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur sur ce terme. La question, quand on est un homme politique, elle n'est pas celle du constat, elle est d'abord, et ensuite elle est celle de l'action. Quel type d'action on prévoit ou on recommande une fois qu'on a fait le constat de l'ensauvagement? C'est plutôt ça l'enjeu. Sur le plan strictement philosophique, la sauvagerie, c'est un des termes utilisés, alors, avec parfois une rhétorique historiquement un peu raciste, bien sûr, de ce terme, pour fustiger
une forme de violence qu'on estime être justement une étape ancienne, originelle de l'humanité et qu'on devrait réussir à dépasser. Donc là-dessus, effectivement, il y a un imaginaire du sauvage, de la brute, de même que la bestialité, qui parfois est une insulte aux animaux qui sont souvent plus pacifiques que nous. Voilà, encore une fois, le terme ne donne pas lieu à des reprises particulières dans le débat intellectuel, si ce n'est pour montrer qu'il peut y avoir un processus de décivilisation, en fait, on pourrait dire, à savoir comment est-ce qu'on en vient à perdre toute forme de respect, de considération pour la vie humaine. Et là-dessus, il y a un pédopsychiatre qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Maurice Berger, et qui lui montre que beaucoup de choses se passent dans l'enfance, et que parfois des mineurs ultra-violents, on peut comprendre par la déstructuration familiale, l'absence d'éducation efficace, bien sûr la consommation de produits stupéfiants. Donc la sauvagerie, au bout du compte, qu'on constate, elle est le fruit d'un long processus qui a commencé très tôt, et sur lequel on peut agir si on arrive à prendre en charge médicalement, bien sûr, le parcours de certaines personnes qui, malheureusement, donc, malgré elles, sont défavorisées et accumulent parfois les tares qui mènent après à ne pas avoir d'autres recours. Encore une fois, il y a vraiment la question après psychologique et psychiatrique. Est-ce que ceux qui commettent des actes de sauvagerie ont encore conscience de leur sauvagerie? Sur la seconde question, alors les micro-agressions, là aussi, effectivement, il y a de la littérature là-dessus maintenant. Bon, il y a la question de ce qu'on appelle aussi des signaux faibles. Il y a deux lectures. La première lecture, c'est la micro-agression, c'est la première manifestation d'une agression plus forte. Si je laisse passer cette micro-agression, bien un jour, je ne devrais pas être étonné de subir une autre agression. Par exemple, vous citiez Ramayad qui s'indignait de la présence de Colbert, on pourrait dire, vous voyez, les actes négrophobes ont en partie pour cause le fait qu'on laisse dans l'espace public un statut favorable à des personnes qui sont à l'origine de textes qui, effectivement, ont constitué une atteinte aux droits des personnes en question. La seconde lecture, la première lecture c'est il y a une microagression, il y aura plus. Seconde lecture c'est en fait parmi les formes de violence, il y a des formes effectivement plus diffuses, mais aucune de ces formes n'est acceptable. Et ce qu'on appelait autrefois, ce qu'on n'appelait pas violence ou agression, maintenant on va le mettre dans cette catégorie-là, mais puisque c'est quand même pas vraiment la même chose, on va diminuer son intensité, sans forcément dire que ça va mener à autre chose, parce qu'on va dire que ça en tant que tel c'est déjà un problème. Donc effectivement, la microagression, c'est, même si c'est microscopique, même si effectivement vous me démontrez que non, ça ne va pas amener à une agression réelle, eh bien je m'indigne quand même parce que je considère en tant que citoyen que l'État devrait aussi me protéger contre à la fois donc, les formes macroscopiques de la violence et contre ces formes microscopiques. Et là on revient effectivement à cette demande effectivement excessive d'être protégé contre absolument toute forme de violence. Ce qui est une mission impossible, puisque vous aurez toujours matière à dire que vous, pour telle ou telle raison, vous subissez une microagression, et l'État n'ayant pas une hiérarchie de valeurs, vous serez fondé à dire que l'État, dans chaque cas, s'il y a une demande sociale, finira par intervenir, et à ce moment-là, bon courage pour effectivement traiter l'ensemble de ce qui pourrait être désigné comme constituant une microagression. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, je t'en prie. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en fait, est-ce qu'on ne peut pas considérer, par exemple, je prends un exemple très concret, mais si quelqu'un, si 9 sur 10, sur une proportion de 90% de la population, n'est pas dérangé par le fait, par un interdit alimentaire ou quelque chose comme ça, et que les 10% restants considèrent que ça leur apporte une vraie augmentation de leur bien-être, d'avoir leur demande, de voir leur demande acceptée sur telle ou telle revendication, on pourrait considérer du coup qu'en fait, les 90%, il n'y a aucun problème sur le fait d'appliquer à 100% de la population cette restriction, parce qu'elle ne gêne pas les 90% restants. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers ça à ce moment-là, et l'État en plus pourrait être le garant de cette solution qui semblera un moindre mal, parce que ça satisfait les 10% de la population sans gêner le reste. Après, il y a un sujet politique, il y a des processus démocratiques pour savoir ce que souhaite la majorité. Si la majorité s'accommode d'une mesure qui est en faveur d'une minorité, oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce que vous dites me fait quand même penser aux questions sur la violence à l'égard des animaux. En ce moment, il y a des polémiques autour du foie gras. Un appel du maire de Lyon, le maire de Lyon a le droit, bien sûr, de ne pas servir du foie gras dans le cadre des réceptions municipales, mais il demande au chef de ne plus le faire. Donc là, c'est autre chose. Vous dites effectivement, une autorité prend une décision, mais là vous allez demander à une catégorie qui, pour des raisons qu'on connaît, utilise ce produit, de ne pas le faire pour des raisons morales. Il peut y avoir après aussi un appel derrière, parfois on sait qu'il y a des possibles violents dans
la défense des animaux. Et après, il y a un sujet politique, à savoir, il y a la question du bien-être animal, mais est-ce qu'on peut commencer à être comme ça dans une zone grise, ou est-ce qu'on va dire tout de suite sur le plan moral qu'on doit interdire à une catégorie de la population de pratiquer telle ou telle consommation de produits parce que ça indigne moralement une autre catégorie de la population. Là, c'est la démocratie qui tranche, à savoir, soit la mesure est portée et fait l'objet effectivement d'un consensus, soit elle ne l'est pas, et à ce moment-là, la discussion reste possible, mais pas l'injonction à ne plus pratiquer telle ou telle chose. Merci beaucoup. Pour continuer avec le trigger warning et la microagression, vous disiez que le trigger warning est contre-productif, mais dans certains cas, il est plus que productif, notamment les trigger warning, par exemple sur les réseaux sociaux, quand le clip sera avec beaucoup de lumière, etc. Donc trigger warning pour les personnes atteintes d'épilepsie, ou quand on parle de violences sexuelles, d'agression, de viol, etc., qui peuvent refaire surgir effectivement des émotions, pas juste négatives, mais des traumas concrets des personnes qui ont subi ça. Et donc effectivement, quand on est dans une salle de cours, on n'aurait pas effectivement à énoncer trigger warning, on aurait parlé de ces sujets-là, et donc des sujets sensibles, mais sur les réseaux sociaux ou de manière générale dans la sphère publique, ça s'appelle ça, comme sur les produits alimentaires, il a marqué attention à l'allergène, ce produit peut contenir des traces de ci, de ça, et donc c'est bon de quand même prévenir qu'il y a un risque de porter pas atteinte en France, mais de porter pas non plus préjudice, mais de faire violence à la personne en quelque sorte. Bon, après, c'est pas une violence physique directement. Et après, pour ce qui est de la micro-agression, moi je pensais notamment aux micro-agressions verbales quand à certaines personnes, sur les propos par exemple homophobes ou transophobes, où on nie l'existence, ou ce genre de la négation, nie le fait qu'il y ait l'existence de ces personnes, et appelée micro-agression, alors que pour une personne justement qui se définit comme homosexuel ou comme transsexuel, ce n'est pas une micro-agression, c'est une agression totale envers sa personne, pas juste partie de son identité. Je commencerai par répondre à votre deuxième question. Justement, c'est pas une microagression, c'est une agression. Une agression verbale, c'est une insulte homophobe, ça tombe sous le coup de la loi. Après, il y a la question, alors, moi j'ai un exemple en tête, vous savez, les insultes homophobes dans les stades. Est-ce qu'on arrête le match quand il y a une insulte homophobe ou raciste? On a vu déjà qu'on a du mal à faire quand il y a des agressions contre des joueurs. Donc là, effectivement, il y a un côté, oui, c'est pas normal d'entendre des choses comme ça dans un stade. Après, certains diront qu'il y a une charge culturelle d'un terme qui peut être compris comme homophobe, mais qui souvent est utilisé sans la pensée que ça l'est. Mais ça reste effectivement potentiellement offensant pour les personnes qui se définissent ainsi et qui prennent ça pour elles. En revanche, effectivement, là, c'est pas de la microagression, c'est que quelqu'un qui exprime un mépris, une haine pour une catégorie, pour le coup, on peut penser que cette personne pourra peut-être passer à l'étape d'après, qui est effectivement l'agression directe. Alors que la microagression consiste à dire, justement, soit après, c'est la suite, mais là, en l'occurrence, c'est déjà une agression et c'est déjà problématique, soit c'est gênant en soi, donc il existe ça. Par exemple, vous voyez, si vous commencez à dire que la microagression, c'est lorsque dans un film, un personnage avec lequel vous avez une caractéristique commune commet une mauvaise action, là ça marche pas. Parce que vous avez aussi quand même une forme d'appel à la censure consistant à dire que, attention, là vous portez atteinte à telle communauté, puisque le personnage dans tel film, en fait, donne une mauvaise image de la communauté, et étant donné que cette communauté est soucieuse de son statut, alors on va demander à modifier telle ou telle chose, et là on rentre après dans des discussions qui sont quand même le plus souvent antidémocratiques. Sur la première question, justement, vous évoquez des cas spécifiques qui relèvent de considérations presque médicales, où là effectivement la question se pose. Le débat aujourd'hui se pose plutôt sur des sujets sociétaux, historiques, qui certes peuvent avoir cette part psychologique, avec la question des traumatismes, mais ils ne l'ont pas majoritairement. Cela dit, après, moi je vais vous raconter aussi une anecdote. Une fois, je traitais un texte, je faisais un cours de philosophie qui parlait du suicide. Je traitais un texte de Camus, le mythe de Sisyphe, la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue, et après je traitais Durkheim.
Et effectivement, j'ai une élève qui est extrêmement traumatisée, qui est partie en pleurant. J'imaginais bien que je me suis demandé ce que j'avais fait. Et j'ai appris ensuite que cet élève, comme je ne serais pas surpris d'apprendre la conclusion, avait commis précédemment, quelques mois auparavant, une tentative de suicide. Donc là, moi j'étais bien sûr extrêmement gêné, on a réussi à avoir une discussion, mais si le professeur n'est pas mis au courant de cas spécifiques, que faire? D'ailleurs, ce qu'il fallait que je dise à mes étudiants, attention, on va parler de la mort, oui, parce que ça peut être ça aussi, la mort c'est traumatisant. Il y a des personnes qui font des dépressions parce qu'ils n'acceptent pas le fait qu'ils vont mourir ou qu'un proche est mort. Donc là, après, on tombe dans quelque chose qui est quand même un peu délicat, et effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut distinguer des cas où la santé est directement en jeu, et des cas où on peut quand même estimer qu'on est dans des névroses qui peuvent être maîtrisées et pas dans des cas plus importants. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que sur tous les sujets, il peut y avoir des cas où on peut arriver à accepter les choses et des cas qui peuvent relever de véritables problèmes psychologiques, et notamment vous évoquez aussi le cas bien sûr des violences sexuelles, où là aussi, vous voyez, si vous montrez un film, je pense à ce film qui a fait polémique, de Gaspard Noé à Cannes, Irréversible, avec une scène de viol de 10 minutes. Si vous faites un cours de cinéma, que vous montrez le film et que dans la salle, une étudiante qui a fait un viol, j'imagine qu'effectivement ça peut être extrêmement éprouvant et qu'on n'a pas envie de rester dans le cours. Donc là, pour ce genre de choses, effectivement, quand on sait d'emblée que les images sont très violentes, après c'est du bon sens que de dire que, en fait, il y a une classification des films, hein, par exemple. Donc là, on dira attention, déconseiller au moins 2. Mais vous voyez que maintenant, ces catégories sont plutôt respectées. De même pour ce jeu vidéo, hein, vous avez des sigles d'interdiction d'âge qui ne sont pas respectés. Et après, vous avez parfois des parents qui se plaignent que leurs enfants sont traumatisés, mais il y a des indicateurs modérés. Et après, il y a effectivement la question de l'équilibre à trouver entre des interdictions fermes, des processus, des procédures extrêmement explicites, ou la confiance dans le bon sens des individus pour collectivement trouver une manière de préserver la sensibilité des individus qui en ont vraiment besoin et considérer que certains peuvent quand même prendre sur eux pour laisser la parole ou l'étude se dérouler sans, encore une fois, la corseter ou l'entraver par des restrictions multiples. Merci beaucoup. J'ai pour vous une question pour revenir sur un mot que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que dans une société où la violence est particulièrement limitée, n'importe quel résidu de violence devient insupportable. Vous me permettrez de penser en termes mathématiques. Donc, si la violence décroît, à un moment on va considérer de plus en plus de choses comme étant violentes, donc elle va croître. Quel est le minimum de la violence dans une société démocratique? Comment est-ce qu'on atteint la violence qui va faire que la société va être tout le temps parfaitement non violente, ou en tout cas à son minimum? Non, je veux dire sur l'objectif ou sur le fait même d'accepter qu'il puisse y en avoir? Sur le fait même d'accepter qu'il puisse y en avoir. Là-dessus, on revient, je vous disais, à la question un peu d'une forme d'éducation. Oui, se préparer, être préparé à être confronté à des choses négatives. Et là, effectivement, c'est aussi quand même la mission scolaire. Quand vous faites un cours d'histoire, vous comprenez que non, il y a des guerres, il y a de l'esclavage, il y a de la violence, il y a des viols, il y a du meurtre. Et après, normalement, chacun est libre de juger et d'apprécier si ce à quoi il est confronté relève de cette espèce de part maudite à laquelle on est tous confrontés, la pulsion de mort qui se libère face à nous malheureusement, ou relève d'une injustice. Il y a un cas aussi qu'on n'a pas évoqué mais qui est intéressant, la question du harcèlement sexuel dans l'espace public. Souvenez-vous, quand on a eu des tribunes de grandes personnalités, notamment du monde du cinéma, disant qu'il y avait un droit d'être importuné, on a un plaisir à être importuné. C'était quand même discutable dans la mesure où ces personnes, en plus, a priori, on peut le dire, ne fréquentent pas les espaces où on est le plus importuné, par exemple le métro. Et là, pour le coup, il y a une question qui s'est posée très pratique. Déjà, est-ce qu'on doit tolérer le fait d'être traité, regardé, dévisagé cette vidéo, il y en a eu plusieurs. Vous voyez, une caméra embarquée avec une femme dans une rue, dans une grande ville, qui prend 3-4 remarques sexistes, sexuelles à la minute. À l'inverse des sketchs où je crois que c'était Marie Saint-Fult qui avait fait ça, où elle, en tant que femme, interpelle des hommes comme le font généralement les hommes vis-à-vis des femmes, et là elle voit des réactions outrées, c'était une vidéo très drôle. Et là après la question politique c'était la verbalisation, ce qui quand même me paraît légitime, qui est une réponse effectivement là-dessus politique et juridique, en plus d'une réponse éducative bien sûr, mais qui, d'après ce que j'en sais, est quand même compliqué à mettre en œuvre. Il n'est malheureusement pas pratiqué. Donc là, effectivement, vous voyez, typiquement là-dessus,
Après, il y a une dimension sociologique, je vous le disais, ce qu'on va dire, non, être importuné, ça fait partie de la vie. Il semble difficile d'éviter absolument qu'un jour quelqu'un ait une parole déplacée. On peut espérer qu'il n'ait pas de geste déplacé. Ensuite, effectivement, voilà, il y a matière à distinguer entre un acte qui peut passer, un regard déplacé un peu insistant qui peut passer, ou un acte qui là déborde largement, type frottement et autres, où là, effectivement, il faut se dire, non, je n'ai pas accepté ça. Et ce n'est pas parce que je sais que je serai un jour dans ma vie confronté à ça que je vais me taire. Et au contraire, on sait que le silence, parfois, après, crée des pathologies et peut ensuite, d'ailleurs, ultérieurement, être ressorti sous forme de violence. Donc, en fait, après, voilà, c'est l'appréciation de ce qui peut relever, de ce qui peut être accepté par l'individu, de ce qui ne peut pas l'être, sachant qu'il y a ce qu'on croit pouvoir accepter, puis il y a ce qu'on accepte réellement. Vous avez des personnes qui pensent que ça n'aura rien fait et qui, en fait, se découvrent après des problèmes psychologiques profonds liés à un refoulement. Là, c'est une question épineuse, mais voilà, c'est une question éducative au fond. En fait. Savoir est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'on a le cadre familial suffisant pour être soutenu, ou au contraire, il faut très vite obtenir l'aide d'institutions spécialisées quand effectivement on est confronté à des choses qu'on ne maîtrise pas et qui nous débordent émotionnellement et qui peuvent après totalement déstructurer une personnalité. Parce qu'effectivement, la violence, on partait de ça, c'est l'intégrité de l'individu, de la personne qui est en jeu, et c'est effectivement la destruction soit immédiate, soit progressive. Il y a des violences lentes qui effectivement ont des effets sur, pensez au cas bien sûr de la pédocriminalité, ça peut mettre des années à sortir, donc on pose des questions sur la question de la prescription, donc là il y a des choses extrêmement complexes, mais qui sont bien sûr essentielles aussi. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas de dernière question, on va clore. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? J'ai encore une petite question, si est-ce que, peut-être vraiment une question juste de définition, parce que j'ai bien compris la différence entre ce qui était le légal et le légitime, mais par exemple on utilise l'expression de guerre juste, et donc est-ce que le terme juste vous paraît interchangeable avec celui de légitime ou pas? Est-ce qu'on peut les interchanger? Très bonne question, effectivement, la guerre juste fournit beaucoup d'arguments pour comprendre à quel moment on peut utiliser la violence dans le cadre militaire. Oui, je dirais oui, dans la mesure où on parlait de la question du maintien de l'ordre tout à l'heure en disant on présuppose qu'il y a un ordre qui soit juste. Donc oui, la question de la légitimité, c'est une question de justice. La justice étant définie comme le fait de rendre à chacun ce qui lui revient. Donc effectivement, la légitimité justement consiste à définir ce qui doit revenir à chacun. Donc une violence juste, une violence justifiée, qui est produite avec justesse et qui effectivement peut être légitimée. Donc là, effectivement, il y a quand même une porosité des termes qui contribue après à une même visée, à savoir rendre acceptable quelque chose qui, au départ, semble difficile à accepter. Quand vous voyez des policiers intervenir, si vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, vous avez peur, c'est normal. Et après, effectivement, vous considérez que c'est juste que le monsieur qui vient de voler violemment un sac, finalement, subisse quelques coups de la part d'une brigade qui est en train de l'interpeller. Donc oui, quand même, c'est une question de justice, en fait. C'est même le terme peut-être plus substantiel philosophiquement et plus originel. Il y a la réflexion sur la justice depuis les philosophies grecques et même avant dans d'autres civilisations. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la question de justice et les revendications de justice après l'espace public. Une deuxième question qui s'interpose du coup dans le débat qu'on a vu juste avant. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en voulant absolument éviter la violence, finalement on l'exacerbe pas? C'est-à-dire que moi j'ai un peu ce sentiment que je parle pas de la violence physique, mais de la violence verbale et sur le sort moral. J'ai le sentiment en fait que vouloir absolument l'éviter, parce que c'est un peu l'objectif de la démocratie, est-ce que finalement on va en faire un peu de bonnes intentions, est-ce que finalement ça ne tend pas justement à l'exacerber? Je pensais par exemple à le politiquement correct, en fait, qui aujourd'hui est considéré comme insupportable par l'ensemble de la population, ou alors même par exemple les safe spaces, où finalement dès lors qu'il est après confronté à des idées qui peuvent être adverses, etc., la violence ressentie est d'autant plus forte et tout à fait, c'est ce que j'essayais de dire quand je parlais notamment de l'épisode, effectivement aussi Archangel de Black Mirror que je vous invite à regarder, et toute la question de la violence récréative, où vous avez des gens qui disent non, on ne va pas tolérer des spectacles violents, en fait si, ça s'appelle la catharsis, ça a été théorisé il y a très longtemps, et en fait, on pourra terminer là-dessus, mais il y a un présupposé philosophique. Soit vous considérez que la violence est un accident de l'histoire qui n'a aucun fondement dans la nature humaine, soit vous considérez, comme le fait Carl Schmitt dit toute théorie politique présuppose que les hommes sont mauvais ou une part de méchanceté. Sinon, vous ne faites pas la théorie politique, parce que la politique, ça consiste quand même à contrôler, à limiter la violence. Donc si vous considérez quand même qu'il y a une disposition, une potentialité de violence en chacun, qui est à la fois, on pourrait dire, en partie génétique et qui résulte bien sûr des interactions sociales, alors là, effectivement, vous savez très bien que si vous contenez toute forme de violence, il y a forcément quelque chose qui va ressortir un jour. C'est mécanique,
et vous ne savez pas sous quelle forme ça va ressortir. Et c'est pour ça que parfois on s'étonne, tiens, Monsieur X, très gentil pendant 40 ans, ben, un jour il a commis un meurtre horrible. Peut-être que Monsieur X, il avait trop réfréné sa violence pour différentes raisons liées à la perception qu'il en avait dans son éducation, et qu'au lieu de se défouler en allant faire un sport de combat ou courir, ben, un jour tout est ressorti contre un pauvre innocent. Et là, effectivement, on revient à un débat sur ce qu'est la nature humaine, ce qu'elle contient, avec des visions parfois dans l'histoire un peu trop angéliques sur, grosso modo, une vision rousseauiste, avec une violence qui résulte plutôt de la société et de l'histoire que de ce qu'était la nature humaine, telle que l'homme est sorti des mains de la nature, justement. C'est ça qui montre quand même que la philosophie, on pourrait terminer là-dessus, les conceptions philosophiques, à la racine, sur le plan aussi métaphysique, après, elles engagent beaucoup de choses, et quand on a tendance un peu à nier l'intérêt ou l'utilité de la philosophie, c'est qu'on oublie que tout procède d'une réflexion initiale, et qu'après, effectivement, tout découle de ça, et qu'on peut tirer des prolongements extrêmes. Et le but, un peu, quand on fait une thèse, c'est de remonter à la racine, et après de redéployer les choses différemment, si possible. Le cas Orange Mécanique. Merci beaucoup. On va clore cette conférence sur ce point. Juste un mot, Jean-Baptiste est l'auteur d'un livre qui a été publié en 2017, il me semble, qui est dans la collection pour les nuls, et c'est la culture générale pour les nuls. Voilà. En fiche, qui était destiné à la préparation des concours de mémoire, et voilà, Qui avait édité 2 fois depuis. qui est mis à jour, et si, peut-être si tu veux en dire un petit mot, le présenter. Si jamais vous préparez un concours, ça peut être utile. Il y a un chapitre sur la violence. Très bien. Et Merci en tout cas. une conclusion, regardez Archangel, Oui. Mirror, ça me semble être.